Isabelle Queval, dans un livre que vous avez publié récemment, qui s'appelle « S'accomplir et se dépasser », qui est paru chez Gallimard, vous abordez un certain nombre de questions essentielles concernant le sport, mais pas simplement le sport. Cela comporte aussi une analyse philosophique, culturelle, anthropologique plus large. En particulier, vous envisagez les notions de performance, de record, de dépassement, qui sont presque courants dans notre langue d'aujourd'hui. Là aussi, pas seulement dans le sport, mais également dans l'éducation, dans l'entreprise. Et vous montrez que ces notions appartiennent à un registre qui est lié à la modernité. Et qu'il faut peut-être penser la distinction entre un monde ancien, antique et médiéval, et un monde moderne. Est-ce que vous pourriez nous préciser cela, ce passage d'un monde à l'autre ? Nous vivons effectivement dans une société qui valorise considérablement la performance, comme vous le dites, dans tout un registre d'activités humaines, le monde professionnel, le monde scolaire, le monde sportif, avec cette particularité du monde sportif qu'il est un exemple privilégié de ce culte de la performance, parce que la performance est l'essence du sport et en particulier du sport de haut niveau, et parce que le scénario sportif, par nature, est suffisamment simple et schématique pour illustrer ce culte de la performance et pour proposer à notre société une sorte d'épure. Pas simplement d'ailleurs de la performance, de fonctionnement contractuel, de relations sociales, de dépassement des limites humaines au travers de la recherche médicale, etc. Or, cette épure que propose le sport, et le sport de haut niveau en particulier, effectivement nous est familière et en même temps procède d'un avènement. Cet avènement est historique et philosophique. Il est lié à l'apparition de la modernité au XVIe, XVIIe, mais surtout au XVIIIe siècle, et il permet de confronter des valeurs qui sont celles d'un monde ancien, antique, médiévale, et celles qui ensuite connaissent le succès que l'on sait au travers du siècle des Lumières dont nous sommes les héritiers. Donc il y a effectivement une opposition de valeurs qui permet de comprendre que dans l'Antiquité, probablement et même très certainement, nous ne pouvions pas penser le dépassement de soi, le culte de la performance ou plus généralement le progrès humain à l'infini de la manière dont nous le pensons aujourd'hui. Parce que les valeurs qui sont celles de l'Antiquité, à tout point de vue, c'est-à-dire scientifiques, philosophiques, sont différentes, radicalement différentes de celles de la modernité. Qu'est-ce qui caractérise ce monde antique ? C'est un monde fini. Le monde galiléen et post-galiléen est un monde infini. Quelles sont les conséquences que cela a pour notre propos ? On a une représentation scientifique du monde qui influe très fortement sur la représentation de l'homme. Du point de vue astronomique, c'est effectivement un monde clos, un monde fini. C'est une représentation où la nature est pourvoyeuse de l'ordre et des valeurs auxquelles l'homme a à se subordonner, à se subsumer. Et c'est un monde dans lequel il n'y a pas l'idée d'un dépassement qui serait perçu comme une transgression de la nature. Bon. Ce monde circulaire est un monde dans lequel la finitude apparaît comme une perfection, puisque il est ce qui est achevé. Bon. Nous, modernes, nous avons tendance à voir la perfection dans ce qui peut progresser à l'infini. Dans l'Antiquité, ça n'est pas le cas. Dans la physique d'Aristote, on a la représentation d'une nature où chaque chose est finalisée et où, en particulier, chaque objet, chaque élément naturel est considéré selon sa place, selon son lieu, en fonction des éléments dont il est constitué, c'est-à-dire le lourd, le léger, en fonction de sa proportion d'air, d'eau, de terre. Et de cette manière-là, il y a une sorte de complétude qui influe sur les représentations de l'homme. Alors quand je dis que le dépassement de soi ne peut pas être une idée ni une valeur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé dans les faits, parce que dans les faits, nous avons effectivement ces héros de l'Antiquité qui sont vantés par les poètes, Homère, Pindare, qui sont statufiés à l'issue de leur victoire dans les Jeux panhelléniques et en particulier dans les Jeux olympiques. Nous avons cette fameuse histoire du coureur de marathon qui a rallié Athènes et qui en est mort et qui a donné son nom évidemment ensuite la ville à cette célèbre course de fond. Et
là, on peut constater un dépassement de soi de fait. Et ça n'est pas pour autant que ce dépassement de soi s'inclut dans un ordre d'idées ou dans un ordre de valeurs. C'est-à-dire que l'ordre d'idées ou l'ordre de valeurs fait que l'homme ancien, l'homme grec antique ne peut que s'accomplir par rapport à une destinée ordonnée par la nature et les dieux. Il ne peut pas transgresser cet ordre, il ne peut pas aller au-delà de ce que la nature et les dieux ont en quelque sorte prévu pour l'homme. Voilà. Il peut s'élever, il ne peut pas transgresser ni se dépasser, et encore moins se dépasser ou progresser à l'infini, parce que l'infini, tout simplement, n'est pas une valeur. Alors, à partir, effectivement, des XVIe, XVIIe siècles, c'est-à-dire à partir du moment où l'idée d'infini trouve crédit dans les sciences, dans la physique, dans l'astronomie, quelque chose s'ouvre, c'est-à-dire un espace s'ouvre, de même que s'ouvre un espace géographique, puisque l'homme commence des circumnavigations qui le mènent au travers du monde, et cette représentation tout d'un coup possible de l'infini va influer sur la représentation de l'homme, dont on peut supposer que par la mobilité conquise dans ces circumnavigations, par le pouvoir acquis des mathématiques sur la physique, qui devient une physique quantitative par opposition à la physique aristotélicienne, qui est une physique qualitative, et bien par toutes ces représentations-là, quelque chose s'ouvre, un monde s'ouvre qui laisse pointer la possibilité de l'idée d'un progrès désormais à l'infini. Et ça, c'est évidemment une rupture, une fracture qui est conséquente, puisque, je dirais, incarnée dans la fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Quelle est la tâche de la physique? Se rendre comme maître et possesseur de la nature. Tout d'un coup, il y a un transfert de valeurs, un transfert philosophique, scientifique, de la nature vers l'homme. Et celui qui va désormais donner l'ordre, c'est-à-dire organiser le monde, se l'approprier, le posséder, le quadriller, c'est l'homme. Et se rendre comme maître et possesseur de la nature, ça veut dire non seulement la comprendre, ça veut dire la quadriller par les possibilités, les quantifications mathématiques, mais ça veut dire aussi devenir maître de la nature en soi, c'est-à-dire du corps. Et par là, faire du corps, comme on fait de la nature, ce que l'on veut. Bon. C'est-à-dire, éventuellement, lui permettre de se prolonger, de se dépasser, de s'augmenter par les techniques, et à partir de là, dépasser des limites. Et donc, nous passons effectivement d'un monde où la limite représente la valeur suprême, le monde des Grecs anciens, à un monde où tout d'un coup l'homme trouve son sens dans la quête de l'illimité. L'illimité ne devient plus l'inachevé, l'imparfait, devient ce qui signe le progrès humain à l'infini. Donc on passe d'un monde dans lequel l'idéal humain est un idéal d'excellence, c'est ce qu'on peut appeler au fond une sorte de tension vers l'achèvement de soi, dans un monde ordonné. Le cosmos, c'est l'ordre, donc ce qui est vrai, ce qui est beau est ordonné, à un monde de dépassement. Comment voir cet idéal entre l'excellence et la performance ? Cette performance, vous la rapportez au sujet, au fond, à la naissance du sujet cartésien, le sujet connaissant, etc. Comment va à la fois dans la pensée, dans les pratiques collectives, dans les pratiques corporelles, comment cela se réalise-t-il ? Il y a dans la pensée antique de l'excellence déjà une double voie. Bon. Il y a la voie qu'on trouve chez Homère, par exemple, qui est la voie de l'arrêté suprême, c'est-à-dire la gloire militaire ou la gloire sportive, entre guillemets, celle des jeux. L'arrêté, la vertu, voilà. On traduit souvent par l'arrêté, l'excellence. Voilà. Mais cet arrêté elle-même a deux sens. Ce sens chez Homère qui est celui de la grandeur, on va dire, et puis un sens qu'on trouve chez Aristote qui est celui de la juste mesure et de l'équilibre. Bon. Alors, cette double représentation de l'arrêté antique, néanmoins, s'effectue dans une représentation de l'homme où il s'agit d'accomplir des potentiels en référence à la nature, toujours. Bon. La nature est la norme. La nature est la norme.
Or, cette double voie de l'excellence est, d'une certaine façon, réinterprétée par nous modernes, puisque nous avons aussi une idée de la grandeur et de l'exploit qu'on peut trouver, par exemple, aujourd'hui dans le sport de compétition, dans le sport de haut niveau, et nous avons aussi une idée de la juste mesure et de l'équilibre qu'on trouve dans des pratiques d'éducation physique, de gymnastique, de bien-être, qui constituent notre ambivalence moderne, justement, dans ces représentations du corps et des pratiques corporelles. Alors, cette ambivalence, elle est transférée dans une perspective nouvelle, puisqu'il s'agit là, pour nous, de concevoir la grandeur comme exploit et de concevoir l'exploit comme transgression possible de la nature. C'est là toute la différence. Alors que les voies de l'éducation physique ou de la gymnastique, elles, supposent encore que l'on va s'accomplir en référence à la nature ou dans un équilibre de la nature. C'est encore plus complexe que cela parce que les gymnastiques ou les éducations physiques du XVIIIe et du XIXe avaient aussi comme objectif, comme perspective, la régénération de l'espèce et le perfectionnement de l'espèce humaine. Elles avaient là quand même aussi une visée performative. Mais cette performance qui transgresse la nature, en tout cas qui ne fait pas de la nature un obstacle et qui permet à l'homme d'aller vers des limites ou vers des records que personne ne connaît, ça c'est la marque de la modernité. Non seulement on passe par conséquent de l'accomplissement de soi au dépassement de soi, mais ça a partie liée avec l'idée de progrès aussi. C'est vrai que l'idée de progrès est inconcevable dans le monde ancien. Mais le progrès, il est à la fois quantitatif. Au XVIIe siècle, Pascal pense le progrès sur un mode quantitatif, davantage de connaissances. Mais au XVIIIe siècle, le progrès devient qualitatif. Et comment cela se réalise-t-il ou s'exprime-t-il dans l'éducation physique, dans le sport, ce passage du quantitatif au qualitatif, dans la progression? Alors il y a un passage du quantitatif au qualitatif, effectivement, comme vous le dites, au XVIIIe siècle, parce qu'on a l'idée que si les fondements de la société peuvent changer, c'est-à-dire si il y a la possibilité de donner l'accès à toute classe sociale et à tout individu à un perfectionnement de soi, ce perfectionnement va passer par une éducation de l'esprit, par une éducation du corps. Bon. L'éducation physique, comme telle, c'est-à-dire comme expression, apparaît au XVIIIe siècle. Elle apparaît sous la plume du médecin Balexert, et elle exprime cette capacité à miser sur le potentiel d'un individu dès son plus jeune âge pour l'amener vers un perfectionnement indéfini, le plus grand possible, au cours de sa maturité et jusqu'à sa vieillesse. C'est toute l'idée du XVIIIe, c'est cette capacité à cultiver l'individu. Ça, c'est qualitatif, effectivement, et les éducations physiques, corporelles, s'insèrent dans ce projet de démocratisation des mœurs, de nivellement possible, pensable en tout cas des classes sociales, et la visée pédagogique est fondamentale dans ce bouleversement politique, puisqu'on suppose effectivement que l'outil de cette démocratisation et de ce bouleversement des valeurs, c'est l'éducation, dont l'éducation physique. Mais au XIXe, ce souci de perfectionnement devient ou redevient quantitatif, car le XIXe siècle, c'est le siècle de la mesure, de toutes les mesures, de l'invention de toutes les machines pour mesurer l'humain au travers du travail, au travers des gymnastiques, le rendement du corps, le rendement du muscle, l'examen de la force de travail. Et on arrive à, en quelque sorte, rendre effectif les idées, les théories, les grands projets du XVIIIe siècle, à les concrétiser dans cette effervescence de mesures qui caractérise le XIXe. Beaucoup de sciences, dont les sciences humaines, deviennent des sciences se terminant par métrie, anthropométrie, sociométrie, économétrie. On parle d'arithmétique politique. Et là, il s'agit effectivement de mesurer l'humain. Et effectivement, on replonge dans le quantitatif. Or, ce n'est pas évidemment anodin que le sport arrive à cette époque du XIXe et en quelque sorte, dans sa version nouvelle, dans sa version moderne,
épouse cette passion du quantitatif et du chiffrage de la performance. Tout d'un coup, deux choses se superposent, c'est-à-dire la passion du 19e pour la quantification du geste humain, de la force humaine, et l'évolution, l'essor du sport comme capacité à chiffrer la performance humaine. Il y a là quelque chose qui s'effectue en parallèle. Alors effectivement, qualitatif pour le 18e parce que des idées, des théories, assez peu de mise en pratique en réalité, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du bouleversement d'idées, et au 19e, un retour puissant sur le quantitatif, puisque là, désormais, et c'est ce qui nous concerne, nous aussi, modernes, on est dans le processus de rationalisation des activités humaines et de quantification à tout point de vue de l'activité humaine. Il n'y a de science que du mesurable. Mais l'éducation physique au XVIIIe siècle, est-ce que c'est à la fois un droit et un devoir? Que ce soit un droit pour chaque homme, d'une certaine manière, d'accomplir ou de réaliser ses potentialités physiques. Est-ce que c'est un devoir aussi? Est-ce que ça va devenir un devoir de cultiver son corps? Alors au XVIIIe, c'est surtout une idée. Qui ne passe que très très peu dans les faits. C'est l'idée de quelques précepteurs, c'est l'idée des médecins, effectivement, qui participent de deux grandes mouvances. Bon, il y a effectivement l'arrière-fond politique. Bon, comment faire en sorte que toute population soit perfectible? Bon, c'est l'idée de Rousseau, c'est autour des ouvrages de Rousseau que s'organise ce mouvement-là. Comment faire en sorte que toute population soit perfectible en lui prodiguant une éducation intellectuelle et physique. Et en même temps, il y a une mouvance médicale, hygiéniste qui est prépondérante, puisque en même temps qu'on s'inquiète de la perfectibilité humaine, qui est une idée neuve et une idée porteuse, évidemment en miroir, on s'inquiète de ce que cette population qui pourrait progresser puisse aussi dégénérer. Et tout d'un coup, à la stabilité, on va dire, à l'état de fait de l'Ancien Régime, va se substituer ce couple de notions qu'on trouve au XVIIIe et au XIXe. Si l'homme est perfectible, il peut donc aussi régresser. Et on s'affole de savoir ce qui permet le progrès comme de ce qui fait risquer la dégénérescence. On dit dégénération au XVIIIe, on dit dégénérescence au XIXe. Et à ce moment-là, la mesure vient expliquer l'humain et elle vient en même temps rassurer. Bon. Ce qui signifie qu'elle fournit des tableaux, des quantifications, et elle fournit aussi des normes. Et puisqu'elle fournit des normes, elle fournit des hiérarchisations. Et on sait, évidemment, dans le courant de ce XIXe siècle, à quel point ces hiérarchisations entre catégories sociales, entre races, entre diverses tranches de la population, vont avoir des conséquences tragiques, puisqu'elles amènent à toutes les discriminations politiques, elles amènent évidemment à tous les excès dans cette hiérarchisation. Au XVIIIe siècle apparaît donc cette idée d'éducation physique, et au XIXe siècle, le sport moderne. Les Anglais vont développer finalement ce qu'on appelle le sport. Comment passer de cette éducation physique au sport? Il nous semble aller de soi que l'éducation physique soit en même temps sportive. Les professeurs sont des professeurs d'EPS. Comment penser ce passage, éventuellement les conflits, les incompatibilités éventuelles, les tensions entre ces deux rubriques, si je puis dire? Les professeurs d'EPS aujourd'hui, d'éducation physique et sportive, sont, de par l'appellation de la discipline, les héritiers de tout un processus historique qui a vu effectivement soit s'affronter, soit collaborer ensemble les éducations physiques et le sport. Bon. L'éducation physique du XVIIIe va donner naissance au XIXe à ce qu'on appelle les gymnastiques. Bon. Qui sont une spécification de l'éducation physique, puisqu'elles vont devenir spécialisées, elles vont devenir répertoriées, elles vont être empreintes d'un certain nombre de finalités, d'ailleurs souvent nationalistes, et elles vont avoir ce souci de régénérer ou de perfectionner l'espèce humaine. Le sport, lui, arrive effectivement au début du XIXe, mais surtout se développe dans la deuxième partie du XIXe siècle, là aussi au départ comme une activité pédagogique,
On connaît l'histoire du collège de rugby en Angleterre et de l'activité de Thomas Arnold qui en prend la direction et qui réforme les mœurs et l'éducation des jeunes Anglais dans ce collège. Donc il y a une visée pédagogique qui apporte là du ludique, de l'esprit d'initiative, de l'esprit d'émulation, de compétition dans les pratiques corporelles, chose que ne procuraient pas les gymnastiques. Bon. Et qui petit à petit, ce sport moderne va connaître un succès considérable jusqu'au début du XXe siècle, s'opposer dans les écrits de certains, je pense à Georges Hébert en particulier, jusqu'à s'opposer frontalement, à opposer frontalement le sport et l'éducation physique. Et là, on a une vision assez schématique. D'un côté, le sport serait la recherche de records, l'extrême spécialisation du corps, l'excès dans tout domaine, la marchandisation. Et de l'autre, l'éducation physique aurait des visées globales d'éducation de l'individu, un arrière-fond médical, une relation privilégiée à la nature. Chez Georges Hébert, qui écrit Le sport contre l'éducation physique, on a cette vision schématique, d'ailleurs quasi caricaturale, de l'opposition entre l'un et l'autre. Et tout le XXe siècle va consister dans l'aménagement de ce rapport et de cette opposition, de cette conciliation, avec quand même le résultat que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une prédominance dans l'esprit du grand public et probablement dans les faits du sport sur l'éducation physique. Bon. Parce que le sport, dès la deuxième partie du XXe siècle, a été happé, et en particulier sémantiquement, par le sport de haut niveau et la médiatisation du sport de haut niveau, et qu'on a le sentiment aujourd'hui que le succès de ce sport de haut niveau est tel dans notre société que finalement tout est sport, c'est-à-dire tout exercice physique est sport, non seulement la compétition, mais aussi la marche à pied, le jardinage, le surf, le roller, le tennis, tout est du sport, y compris n'importe quel exercice. Et à tel point également que dans ce cadre scolaire que vous évoquez de l'éducation physique et sportive, les élèves disent j'ai sport, ils disent le prof de sport. Bon, comme s'il y avait eu justement un masquage de cette éducation physique et de ses finalités propres. Lorsqu'on parle de performance, de dépassement, de record, est-ce qu'on n'est pas porté par une sorte de pente quasi naturelle vers ce qu'on appelle le dopage, mais le dopage étant un terme générique, est un terme au fond assez indéterminé, en tout cas sur un certain nombre de pratiques pour essayer d'augmenter cette performance, de faire croître le record. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de logique presque irréversible et abyssale ? Le dopage est une amélioration artificielle de la performance, c'est ce que dit la définition traditionnelle et simple du dopage. Et on voudrait parfois opposer à cet artifice du dopage un sport naturel, qui suppose un corps naturel, sans ajout, ce qui est une illusion, puisque évidemment c'est en contradiction avec le contenu même du rapport nature-culture tel qu'on le développe en philosophie, c'est-à-dire en réalité une intrication dans toute activité humaine de ce qui est naturel et de ce qui est culturel. Et dans le sport aussi, car en réalité dans le sport, tout est culturel et artificiel. Une paire de chaussures, un maillot de bain tel que ceux qu'on voit aujourd'hui, extrêmement sophistiqués à tel point que certains parlent d'une technologie du maillot de bain. Les stades sont culturels et artificiels, de même que les piscines, de même que les ballons, etc. Bon. De même également que le savoir des entraînements qui encadre aujourd'hui le sport de haut niveau, de même que le savoir médical, la diététique, etc. Tout ça, ce sont des éléments culturels et donc artificiels au sens strict qui viennent faire progresser le sport et le sportif. Le dopage, lui, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est essentiellement chimique et pharmacologique, apparaît effectivement intellectuellement logique,
si ce n'est moralement légitime, dans le droit fil de ces efforts de l'humanité et du sport en particulier pour améliorer la performance. Bon. Alors, la frontière évidemment qui s'opère aujourd'hui, et je serais presque tentée de dire pour l'instant, c'est entre ce qui améliore la performance en procurant confort, on va dire, facilité aux sportifs, et ce qui le détruit. Bon, en l'occurrence, le dopage. Et ça, c'est l'argument de la nocivité du dopage à l'égard de la santé. Mais on peut supposer que le dopage du futur imagine des formes moins nocives. Bon. On ne sait pas grand-chose encore du dopage génétique. Est-ce qu'il est expérimenté? Est-ce que déjà des sportifs en ont bénéficié? Est-ce qu'il aura la même nocivité sur la santé des individus? On suppose que les nanotechnologies, c'est-à-dire l'insertion de puces électroniques dans le corps humain pour commander telle ou telle action, réguler tel ou tel processus, vont aussi intervenir dans le dopage. Quel sera leur effet sur la santé, etc. Bon, d'autres formes sont imaginables, dont on ne sait pas si elles vont permettre de maintenir cet argument de la santé comme frontière entre ce qui améliore et ce qui nuit. Bon. Ce qui invite à penser le dopage d'une manière sans doute plus globale que ce que l'on fait aujourd'hui. Bon. Par ailleurs, l'argument de la santé, là je fais une petite parenthèse, mais touche aussi ce qui concerne le sport de haut niveau dans ses fonctionnements actuels. C'est-à-dire cadence intensive, grande précocité des athlètes et statistiques concernant les blessures et des pathologies chroniques qui sont assez effrayantes. Autant de choses qui n'apparaissent pas. Au fond, sous les caméras nous montrent les sportifs performants, elles nous montrent rarement le sportif vieillissant. Il est difficile pour le grand public, comme on dit, d'avoir une idée du corps du sportif de haut niveau, ce corps meurtri, ce corps qui a été soumis à des tensions, à des exigences. Par conséquent, l'argument de la santé, il repose aussi peut-être sur une ignorance délibérée, sur une manière de pointer l'attention simplement sur l'exploit et pas sur le devenir d'une vie. Alors il y a effectivement assez peu d'études qui portent sur le devenir du sportif de haut niveau et sur sa vieillesse. Par contre, il y a énormément d'études et de statistiques qui portent sur le sportif de haut niveau en activité, sur les blessures, qui sont relatées dans la presse, quand même connues du grand public, sur les effets du dopage et en particulier des dopages systématiques qu'on peut voir cours dans certains pays, des ex-pays de l'Est, etc. Les maladies qui s'en sont suivies, on a quand même des en série qui touche certains sports. Je pense à cette forme de leucémie qui touche le football italien depuis des années, avec quand même plusieurs dizaines de décès qui alertent sur des pratiques qui sont effectivement peu ou mal ou volontairement mal connues. Et puis on a aussi en direct, lorsqu'on regarde par exemple un match de tennis et qu'on voit un sportif se faire soigner pendant la compétition, dont on voit parfois qu'il ne peut plus marcher, puis quelques minutes après il remarche avec un bandage, il remarche avec des médicaments, on voit la compétition interrompue par l'intervention du médecin. Ça pose quand même question sur cette relation entre la performance et la médecine, et jusqu'à quel point doit-on considérer que la compétition sportive s'associe à l'aide médicale, à l'intervention dans son déroulement. C'est pas possible dans tous les sports. Néanmoins, quand on voit aujourd'hui en tennis un match s'interrompre 10 ou 15 minutes parce qu'il faut qu'un sportif manifestement blessé se fasse soigner pour ensuite pouvoir continuer, effectivement, la relation entre la santé et la performance, elle n'est pas aussi éblouissante que ça, finalement. Et puis vous le montrez bien d'ailleurs, la difficulté croissante d'apporter une définition satisfaisante à la santé, quels critères. Mais l'argument au fond de la santé pour condamner le dopage n'est pas recevable, il est trop ambigu. Ça ne veut pas dire que le dopage ne soit pas condamnable, mais il le serait à un autre niveau. De la même façon, vous dites que l'argument de la tricherie, dire que se doper c'est tricher, n'est pas non plus
véritablement recevable? Il est très ambigu aussi, parce qu'il n'y a pas de tricherie dans l'absolu dans le sport, parce que les règles du jeu sportif sont des règles conventionnelles. Bon. Et que dans toutes les modifications ou améliorations que connaît le sport, que ce soit du point de vue de ses règles ou que ce soit du point de vue de ses matériels, il y a des conventions qui font qu'à un moment donné, des choses sont interdites et qu'à un autre moment, elles sont autorisées par décision. Si on prend l'usage du dérailleur, par exemple, dans le cyclisme, jusqu'en 1937, il est interdit parce que c'est un avantage artificiel, et puis ensuite il est autorisé et ça devient une amélioration de la performance cycliste. Bon. Et ainsi de suite. Bon. Des tas de choses ont été effectivement interdites et puis d'autres sont autorisées. Bon. Dans ce processus de mouvance du permis et du défendu, s'intègre forcément la consommation de produits. Bon, qui certes, pour beaucoup d'entre eux, détruisent le sportif, mais dont on voit bien quand même que les listes changent, bon, que les quantités changent, bon, et que par ailleurs, on ne connaît pas tout. Bon. Alors si on admet qu'effectivement, jouer le jeu sportif, d'une certaine façon, c'est toujours être à la limite de la règle, parce qu'on ne progresse que comme ça, qu'en étant à la limite de la règle. Hein, le sportif de pointe, c'est celui qui n'est pas en deçà, c'est celui qui joue avec la règle, jusqu'à parfois risquer de la transgresser. C'est valable dans les comportements, dans les usages de matériel, dans les consommations. Si on considère que jouer, c'est jouer avec la règle, on peut supposer que tester de nouvelles substances ou de nouveaux médicaments, c'est aussi une manière de jouer avec la règle, en sachant qu'après, une liste tranche entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Bon. Donc cette référence à la tricherie, elle n'est pas aussi absolue qu'on voudrait parfois le dire. Vous dites d'ailleurs que parfois tricher, c'est jouer, ce qui peut paraître évidemment très provocateur. Tricher, c'est jouer. Quand un athlète tente de battre un record sur piste en faisant l'usage d'un lièvre et que ce lièvre abandonne dans le cours de la compétition, lorsque un footballeur, entre guillemets, fait du cinéma pour obtenir un coup franc ou un penalty, lorsque un tennisman ou un handballeur saute et prolonge son saut pour franchir une ligne qu'il n'a pas le droit de franchir quand il est au sol, on voit bien là qu'on a des usages limites du règlement sportif et que c'est aussi ce jeu au sens ludique du terme et ce jeu au sens d'un écart possible qui rendent intéressante la performance sportive dans cette capacité à inventer, dans son inventivité. Bon. Alors la recherche médicale, elle a aussi une part de cette inventivité. Alors avec des effets désastreux, et les statistiques concernant le dopage sont effrayantes. Pour vous donner l'exemple d'un sport professionnel américain qui échappe un peu aux chartes internationales, le football américain a ces athlètes qui ont une espérance de vie de 55 ans et la moitié décède avant 47 ans. Bon. Ces statistiques-là sont lourdes, évidemment, et destructrices. Mais on peut supposer quand même que l'inventivité médicale va aussi dans le sens d'une amélioration de la performance humaine. Alors l'ambiguïté réside justement entre ce qui détruit, ce qui est une tricherie manifeste, mais là la définition est compliquée, et puis ce qui peut être accepté. Oui, puis surtout que vous montrez bien que la tricherie est une sorte de moteur de la performance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là aussi qui peut être très inquiétant, c'est que cette idéologie qui part avec cette idée de la performance qui tend vers un infini, elle comporte aussi comme moteur ce travail presque du négatif que serait la tricherie. Parce que la tricherie, c'est une transgression et qu'elle a cette part d'inventivité, de dépassement. Bon. Donc nécessairement, elle est présente. Et on essaye, tout le sport essaye, de circonscrire cette tricherie en considérant qu'évidemment, les règles du jeu sont le fondement ontologique du sport. Donc il ne faut surtout pas les transgresser. Mais en même temps, le jeu fait
il faut essayer. Voilà. Vous donnez l'exemple du sauteur qui a le premier rouleau californien, on appelait cela. Les premières réactions ont été des réactions en disant ça va contre les règles. Oui, ça va contre les règles. Puis il y a eu d'autres choses tentées dans le saut en hauteur, des chaussures à ressort par exemple, qui évidemment n'ont pas connu de légalisation ni de postérité. Mais les techniques, elles, sont toujours des inventions. Alors, la tricherie, c'est le motif de la condamnation d'un certain nombre de sportifs qui occupent le devant de la scène, avec des procès quasi publics, c'est la nouvelle chasse aux sorcières. Et vous dites aussi qu'on ne porte pas, ou on feint de ne pas voir que la tricherie, elle est partout. La tricherie politique, la tricherie sociale, la tricherie économique, et que celle-ci, finalement, qui est aussi le moteur de fonctionnement d'une certaine société habitée par la performance, là, on est beaucoup plus aveugle, beaucoup plus réservé. La tricherie sociale est partout, le dopage social commun est partout aussi. Bon. Simplement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un traitement particulier réservé à la tricherie et au dopage dans le sport. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle qu'on cherche à faire jouer au sport pour que justement on puisse justifier ce double traitement de ces phénomènes-là. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la compétition sportive apparaissait comme une épure de la recherche de performance et du dépassement de soi. Elle représente aussi une forme d'épure de ce que devrait être le fonctionnement démocratique et qu'il n'est pas. C'est-à-dire que dans le fonctionnement sportif, on a l'idée d'une égalité des chances, qui visiblement est respectée lorsque des sportifs s'alignent derrière la même ligne de départ et respectent les mêmes règles du jeu avec cette issue qu'on connaît bien, c'est-à-dire que le meilleur gagne, c'est-à-dire qu'on a là l'association épurée, schématique d'un fonctionnement démocratique et d'un résultat aristocratique. Aristote le meilleur, que le meilleur gagne, ce qui est concilié dans le sport et assez difficilement d'ailleurs concilié dans le reste de la société. Et par là, on a une épure de méritocratie. Bon, que le meilleur gagne, avec cette idée que dans le sport, grâce aux règles du jeu et à ce fondement ontologique que sont les règles du jeu, on a une transparence ou une traçabilité de la performance. On sait comment un sportif a gagné parce qu'on l'a vu, on l'a mesuré et que c'est d'une certaine manière prouvable. Bon. Alors, cette conciliation entre démocratie des règles, aristocratie du résultat, ce fonctionnement, on va dire, réconcilié d'une méritocratie qui, au fond, n'est que la justification d'une inégalité, par ailleurs, mais que le public accepte beaucoup mieux dans le sport qu'il ne l'accepte dans le reste de la société, font le succès du sport, puisqu'on a là des fonctionnements qui sont simplifiés et qui permettent de dire effectivement, dans le sport, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de fils à papa, alors que partout ailleurs dans la société, les moyens d'accéder à la réussite au pouvoir sont beaucoup plus faussés, en tout cas beaucoup moins lisibles et beaucoup moins transparents. Et par conséquent, on projette sur le fonctionnement sportif et il se prête à cela parce que ces scénarios sont simples, parce qu'il y a quelque chose de, encore une fois, de complètement schématique dans le sport. Il se prête à cela, le sport, et on projette sur lui des fantasmes ou des idéaux démocratiques. Tout ce que la société manque, le sport devrait être à même de le réussir. Et par conséquent, lorsque le sport atteste lui-même de ses dysfonctionnements, parce qu'il y a du dopage, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a de la tricherie, etc., ça devient inacceptable. Voilà. Parce qu'il ne devrait pas, selon son mythe, santé, pureté, égalité, etc., le sport ne devrait pas, vous parliez tout à l'heure de devoir, eh bien il ne devrait pas se conformer ou se comparer à ces autres activités sociales. Parce qu'on arrive à
une sorte de situation intenable, hein, à savoir que si le sport représente un idéal aussi démocratique, donc un idéal égalitaire, on peut à la limite dire que le dopage est une façon de compenser l'inégalité naturelle pour essayer de faire que ceux qui sont moins performants le deviennent. Est-ce qu'on n'a pas là une sorte de paradoxe, là aussi un peu terrifiant ? Alors l'idée selon laquelle le dopage autorisé permettrait de restaurer l'égalité actuellement mise à mal par le dopage interdit se heurte à plusieurs arguments. D'abord, ça suppose qu'on abandonne complètement l'horizon médical, bon, ce qui pose problème, et qu'on considère que les sportifs, tout professionnel, ce qui là encore n'est pas le cas, assurent un spectacle, donc un sport-spectacle, à leurs risques et périls, qu'ils sont rétribués en conséquence, et un petit peu comme les antiques jeux du cirque, que finalement il y a un équilibre entre le spectacle et ses gains et les risques vitaux encourus. Bon. Ce qui est déjà un parti pris, encore une fois, qui abandonne l'horizon médical, qui abandonne aussi l'horizon pédagogique. Parce que quand on dit le sport, en réalité, il y a des sports. Et il faut pouvoir séparer la sphère très particulière du sport de haut niveau de l'ensemble du sport, qui est le sport de masse, qui est l'éducation physique dont on a parlé tout à l'heure, et tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas nécessairement dans l'excès et dans l'extrême, comme l'est le sport de haut niveau. Mais que le sport de haut niveau illustre, encore une fois, par toutes ces tendances exacerbées. Par ailleurs, il n'y a pas un dopage, mais il y a des dopages. Le dopage des enfants systématiquement pratiqué dans les ex-pays de l'Est et qui a donné des ravages. Statistiquement, on sait qu'il y avait un champion olympique pour 350 invalides. Ce sont des chiffres évidemment qui font peur. On a vu des conséquences sur la descendance de ces sportifs, etc. Ce dopage-là modifiait depuis l'enfance la morphologie, le métabolisme de la personne. Bon. Le dopage pratiqué à partir de l'âge de 20 ans ou de 22 ans, sur quelques années pour l'obtention d'un titre, c'est un autre dopage. Bon, ce ne sont pas les mêmes conséquences. Par ailleurs, doper des enfants ou des adolescents et doper ou laisser des adultes se doper, ça n'est pas non plus la même représentation de la liberté individuelle, de la conscience de ce que l'on fait, etc. Donc cette idée de la légalisation du dopage suppose qu'on abandonne l'horizon médical, qu'on abandonne l'horizon pédagogique, et même encore à partir de cela, elle n'est pas équitable, parce qu'il y a un coût du dopage. Bon. Les produits les plus perfectionnés sont ceux qui coûtent les plus cher. Bon. Les techniques les plus perfectionnées qui sont aussi les plus indécelables par les contrôles sont celles qui nécessitent quasiment un mécénat, un sponsoring du dopage, bon, ce qui n'est pas donné à tous. Et donc on suppose des écuries du dopage avec un dopage du riche et un dopage du pauvre. Bon. D'ailleurs, le plus souvent, le dopage qui a été décelé dans les derniers grands jeux, c'était plutôt un dopage du pauvre, qu'on savait déceler depuis déjà longtemps, dopage aux anabolisants, par exemple, des choses comme ça. Donc là, il y a une inégalité dans ce coût du dopage. Ensuite de cela, il y a des réceptivités de l'individu aux pratiques dopantes qui sont diverses. Bon. Et qui là aussi crée des inégalités. Donc entre des sportifs qui auront abandonné la compétition parce qu'ils ne voulaient pas pratiquer le dopage, entre les plus ou les moins dopés dans une compétition, ceux qui le seront et ceux qui ne le seraient pas, etc., on a encore une multiplicité de cas de figure qui ne laisse pas préjuger du tout d'une égalité restaurée par la légalisation du dopage.
Donc la réaction seulement judiciaire, policière, puis judiciaire est une réaction dont on a montré qu'elle est à la fois hypocrite, vaine, illusoire. Mais il ne faut pas imaginer que parce que le dopage existe, parce qu'il est d'une certaine façon logique, il faut le laisser faire. Ce qui est n'est pas nécessairement ce qui doit être. Donc il y a peut-être aussi un point de vue éthique. Et là, vous placez un autre niveau. C'est-à-dire un niveau, là, on retrouve le philosophique, c'est-à-dire de s'interroger à la fois sur cette idée de performance infinie, cette course infinie vers quelque chose qui est peu maîtrisable, pour essayer de vous interroger sur le devenir même de l'espèce humaine. C'est le devenir de l'espèce humaine qui est en jeu ici. Le dopage interroge tous les efforts accomplis par l'humanité et l'illustre, les efforts accomplis par l'humanité pour progresser. Le dopage dans le sport est une sorte de partie émergée d'un iceberg social qui pratique des consommations à fin de performance, qui pratique sur le corps des tentatives d'amélioration par la médecine, etc. Et dans les formes exacerbées de cette recherche de la performance qu'il propose, le dopage a part lié avec, effectivement, la recherche médicale sur ce que sera l'humain de demain. Bon. Et en particulier sur toutes ces techniques qui vont toucher, pénétrer, transformer le corps humain pour amener à cette question: quelle est la limite entre ce qui est un être humain aujourd'hui et ce qui sera un être humain demain? Quelle est la limite entre un corps naturel et un corps qui ne l'est plus? Et à quel moment accepte-t-on ou refuse-t-on l'artifice technique appliqué au corps humain? C'est-à-dire à quel moment dénature-t-on l'être humain que nous connaissons aujourd'hui, qui pourrait ne pas être le même demain? Ce sont ces questions-là qui évidemment excèdent très largement le champ du sport, qui sont des questions médicales par leurs aspects techniques, qui sont des questions philosophiques et éthiques, qui sont posées aujourd'hui par le dopage sportif. Et c'est en cela aussi qu'il est intéressant. Bon, je cite l'exemple de cet athlète sud-africain dont les jambes sont remplacées par des prothèses, bon, depuis l'enfance, et qui a demandé en 2008, étant donné que ses performances approchaient des minima olympiques pour les Jeux olympiques de Pékin, à concourir avec les athlètes valides. Et à qui finalement la Fédération internationale d'athlétisme a refusé cette possibilité sous le prétexte que ces prothèses constituaient un avantage. Bon. Notion extrêmement ambiguë, d'abord parce qu'on ne sait jamais ce qu'aurait été sa course s'il avait eu ses jambes valides plutôt que ses jambes artificielles, et parce que dans le sport actuel, les avantages procurés par la technique, il y en a énormément. Bon, encore une fois, on parle aujourd'hui, concernant les maillots de bain, de technologie. Donc une prothèse, c'est aussi une technologie. Alors après, évidemment, il y a une limite entre ce qui est apposé sur le corps et ce qui fait partie du corps. Mais on voit bien là qu'il y a aussi un avenir prothétique qui se dessine, ou par le biais d'exosquelettes, qui pousse à une réflexion sur, encore une fois, le corps humain naturel et sur ce qu'on entend par identité humaine. Bon. Si tous les organes, pour reprendre une question médicale, si tous les organes du corps, y compris des parties du cerveau, y compris la face, l'apparence, etc., sont changeables ou interchangeables, où réside encore l'identité humaine et l'identité de la personne? Qu'est-ce qui fait qu'elle est la même personne? C'est ça, donc le problème maintenant, c'est de répondre à la question « que suis-je » Le sujet qui semblait évident avec Descartes est un sujet qui devient très problématique. Qu'est-ce que c'est que le « je » ? Oui, parce qu'il est éclaté, parce qu'à partir du moment, c'est un processus aussi là qui est assez long, qui date du 19e siècle, c'est-à-dire à partir du moment où on a ouvert le corps pour l'autopsier, le disséquer, le fragmenter en différentes spécialités médicales, etc., puis en le greffant, en interchangeant des organes, etc., on a une identité humaine
qui ne repose plus sur l'entité close qu'était autrefois le corps, mais qui repose sur une entité problématique, celle d'un corps ouvert à toute possibilité technique. Et effectivement, le sujet, d'autant plus aujourd'hui avec l'avancée et le succès que connaissent les neurosciences, qui posent aussi là des problèmes assez considérables, le sujet se trouve face à la question de son identité et de sa permanence, d'une nouvelle manière. Toujours le sujet a été face à la question de son identité et de sa permanence, dans le temps, de par le vieillissement, etc. Mais là, la question est plus aiguë, elle est plus complexe. Voilà. Les questions, les problèmes que nous abordons, ils trouvent une expression dans votre livre ou là dans notre conversation, mais dans notre société, y a-t-il des lieux, y a-t-il des instances, y a-t-il des espaces institutionnels par exemple? Est-ce que au cours de leur scolarité, les enfants font du sport, ils font de la littérature, de la philosophie, mais ces questions qui sont des questions absolument fondamentales, pas simplement en termes philosophiques, mais en termes de société, ces questions sont absentes. Est-ce que vous croyez qu'il y a là un défaut, presque un déficit d'interrogation qui devrait trouver des remèdes, par exemple dans les programmes scolaires, peut-être essayer de laisser une part à ces sujets, à ces questions, peut-être au plan plus national. Est-ce qu'il faudrait une sorte de comité d'éthique qui statue, qui soit dévolu, dédié à ces interrogations? Il y a déjà des comités d'éthique qui réfléchissent bien sûr sur toutes les innovations, les découvertes médicales. Concernant l'enseignement, c'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité, ces thèmes sont présents, mais ils sont présents de manière fragmentée. Bon. Et en même temps, il est assez difficile de présenter à des enfants ou à des jeunes le rassemblement de toutes ces questions qui demandent un petit peu de perspective et puis peut-être aussi de connaissances sur la médecine ou les représentations du corps. Ce sont des questions qui sont présentes. Elles sont présentes au travers de la manière dont aujourd'hui la santé apparaît comme une norme dans notre société, avec une quantité de prescriptions liées qui traversent notre quotidien. Bon. Alors ça pose là aussi d'autres problèmes philosophiques, c'est-à-dire pourquoi investissons-nous aujourd'hui à tel point dans le corps et le culte du corps? Qu'est-ce que ça cache comme défaut de transcendance, comme défaut de projection dans l'avenir et d'idéologie, etc. Mais le fait est que nous sommes dans une société traversée par la norme médicale et par cette question que pose la santé. Bon. Avec, je dirais presque comme au XVIIIe et XIXe siècle, avec son autre, c'est-à-dire la peur de ce qui peut modifier, transformer ou transgresser cette santé. C'est-à-dire qu'à la fois nous avons une injonction au bien-être, comment faire pour nous porter bien, ici confondu avec mieux, bien-être confondu avec mieux-être, pose des techniques et des consommations de performance, mais aussi une interrogation peut-être plus silencieuse parce que plus dangereuse aussi dans son concept, sur qu'est-ce qui va transgresser ou transformer cette santé, c'est-à-dire quelles sont les techniques qui vont permettre l'évolution tout simplement du corps humain. Et là, ce sont des champs qui sont assez peu, comme vous le disiez, rassemblés, parce que la réflexion technique s'effectue sur la possibilité pour les nanotechnologies, pour des capteurs, pour des implants, de pénétrer le corps humain ou de provoquer des sensations qui ne seraient pas vécues sur le plan réel, par exemple, ce qui va dans le sens de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire petit à petit un abandon du corps matériel pour le transférer et transférer son vécu dans des technologies. Ça, c'est une réflexion. La réflexion sur ce que peut ou ne peut pas faire la médecine, c'est une réflexion qui est plus d'ordre éthique, bioéthique. Ce sont d'autres instances, effectivement. Et puis, la réflexion sur le sport, elle a tendance aussi à être relativement
relativement fermée sur elle-même, sans percevoir que les questions posées en particulier par le sport de haut niveau dans tous ses excès et le dopage débordent du cadre sportif et concernent l'ensemble de la société. Est-ce que ce n'est pas l'exemple même d'une interrogation ou d'un objet de pensée qui excède les catégories traditionnelles, le cloisonnement disciplinaire? Est-ce que là, on ne découvre pas les limites même de notre système, par exemple, d'enseignement? Pouvoir prendre en vue ce type d'objet, intellectuellement, qui mobilise des savoirs différents, mais pas simplement des savoirs différents, qui mobilise aussi peut-être une méthode différente. Là, je pense à la notion de complexité chez Edgar Morin. Il a montré, lui, par exemple, que pour analyser la mort, ou lorsqu'il a fait son livre sur la mort, il s'est rendu compte que les outils dont il disposait à l'époque était totalement inadéquat, que le cloisonnement universitaire interdisait au fond de traiter dans toute sa complexité, à travers toutes ses facettes, le phénomène de la mort. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose concernant ces conséquences de la performance, ce paradigme qui accompagne non seulement le sport, mais l'ensemble de notre société? On peut dire tout à fait la même chose concernant le corps. Bon, il faut dire que le corps est une notion aussi multiple, qui peut être envisagée par diverses voies, la sportive, médicale, évidemment aussi artistique, du point de vue des mœurs, de la sexualité, etc. On peut dire exactement la même chose. Et on peut effectivement remarquer que les fonctionnements universitaires ou scolaires ne prédisposent pas à envisager transversalement ces notions-là. Oui, c'est un exemple type. Même, je dirais, au sein de la médecine, il y a une difficulté à la transversalité, de par la spécialisation et en même temps le perfectionnement de chaque filière, on va dire, qui empêche aussi cette globalisation ou cette transversalité. À l'intérieur même d'une discipline comme la médecine, on a ce problème-là. Envisager l'individu dans son ensemble. Dans le cadre du théâtre, du cinéma, de la télévision, lorsque l'on fait tourner, travailler des enfants, il y a un cadre juridique extrêmement strict qui protège d'une certaine manière les enfants contre tout abus, contre toute exploitation, utilisons le mot. Y a-t-il quelque chose de comparable dans le sport, sachant qu'il y a des enfants très jeunes qui sont soumis à un travail intensif, à un entraînement intensif? Il n'y a rien de comparable dans le sport, sauf à considérer les mesures que prennent les fédérations, je dirais, chacune de leur côté, pour éviter que ces excès ne se produisent. Mais force est quand même de constater aujourd'hui, outre le problème posé par le dopage, qu'un autre problème se profile, à mon avis, au moins aussi grave, qui est celui de la précocité des enfants champions et des enfants impliqués dans des entraînements intensifs, pas dans tous les sports, mais en particulier dans certains sports, je pense à la gymnastique, au patinage artistique, au tennis, qui sont des sports de surcroît individuels, où l'implication de l'enfant doit maintenant être de plus en plus précoce. On voit des enfants très jeunes, de 4 ou 5 ans, admis dans des académies sportives. On sait, ou en tout cas on devine, qu'en Chine, la préparation olympique aura donné lieu à cette détection hyper précoce d'enfants qui ont parfois l'âge de la maternelle et qui posent, par rapport à l'éthique sportive et par rapport à la finalité pédagogique qu'on peut encore ou qu'on pourrait encore attribuer au sport et au sport de haut niveau, si là il n'y a pas incompatibilité, il semble que ça pose un problème majeur, puisque le sport étant une activité mondialisée, avec une concurrence mondialisée, on ne voit pas bien comment, petite niche par petite niche, on pourrait empêcher cette précocité de s'aggraver et de se développer. Alors il y a effectivement, à la différence de ces milieux que vous citez, qui sont le milieu du spectacle, la publicité ou du cinéma, où là les législations sont très rigoureuses, rien de tel qui empêche dans le sport un enfant d'être exploité, soit par ses entraîneurs, soit par son pays, soit même parfois, comme c'est le cas, par ses parents, tout simplement. La presse, récemment, d'une manière
assez récurrente, c'est fait l'écho d'une enquête qui a été menée par l'IRMES concernant les limites de performance, comme si dans certains sports nous allions atteindre bientôt une limite indépassable. Que pensez-vous d'abord de cette analyse et de sa pertinence ? Alors en fait, cette étude repose sur le constat que depuis quelques années, quelques décennies, de moins en moins de records du monde étaient battus, en particulier dans ces disciplines qui ont été choisies, dont l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, qui sont ce qu'on appelle essentiellement des disciplines physiologiques. Bon. Alors de là l'idée que en 2027, l'homme, le sportif, serait parvenu à la limite de ses potentialités physiologiques et qu'à partir de là, plus aucun record du monde ne serait battu. Ce que je serais tentée de dire en premier lieu concernant cette étude, c'est que d'abord, elle ne porte que sur 5 sports. Et il y a plus de 130 sports qui sont répertoriés, et que par ailleurs, on ne peut, me semble-t-il, aucunement limiter la performance sportive à des données strictement physiologiques. Parce que la performance sportive, c'est un ensemble de facteurs qui sont certes physiologiques, peut-être plus dans certains sports que dans d'autres, qui sont techniques, qui sont liées au matériel, qui sont liées pour une très grande part à la psychologie, à ce qu'on appelle le mental du sportif, qu'il y a par ailleurs des sports qui sont des jeux et que ces jeux évoluent, et que ce qu'on constate, c'est malgré tout une évolution du niveau des performances pratiquées dans des sports comme le tennis, par exemple. On peut comparer le niveau de jeu de Borg, par exemple, avec celui de Pete Sampras, et 10 ans après avec celui de Roger Federer. On a le sentiment, sur le moment, que la performance maximale a été atteinte, et puis, finalement, on s'aperçoit 10 ans plus tard que les sportifs sont plus performants à tout point de vue. Or, cet ensemble de facteurs, à mon avis, restreint la portée de cette étude dans la mesure où il semble que l'être humain, et en particulier le sportif, possède toujours cette capacité à inventer des techniques, des gestuels, des ressources mentales lui permettant de dépasser les performances accomplies, et ce, même si sa physiologie n'a pas une marge de progression indéfinie. Par ailleurs, le dopage est quand même un paramètre qui intervient dans l'amélioration des performances, et on peut supposer là aussi, dans le dopage, une inventivité des techniques et des méthodes qui aident ou complètent cette amélioration de la performance à l'avenir. En fait, c'est plus révélateur de la manière dont une époque conçoit le possible. S'il y a 50 ans, une étude de ce genre avait été publiée, on aurait certainement eu des limites qui auraient été des limites à la mesure de l'époque, à la mesure du champ du possible que l'époque définissait. Oui, on a toujours dit que les records allaient s'arrêter, qu'on ne pourrait pas dépasser telle ou telle vitesse, telle ou telle distance, en saut en longueur par exemple, ou des choses comme ça. Et en même temps, cette étude est révélatrice d'inquiétudes actuelles sur la santé des sportifs de haut niveau, sur les effets du dopage, sur le lien entre l'espérance de vie des sportifs de haut niveau et l'espérance de vie de la population globale, et aussi sur la nature du spectacle sportif, car le spectacle sportif, va-t-il conserver son succès? Va-t-il être toujours rivé sur l'amélioration chiffrée du record et de la performance? Ne peut-on pas imaginer un spectacle sportif qui reposerait, comme autrefois chez les Grecs, simplement sur l'affrontement, c'est-à-dire sur la notion de compétition en désignant un vainqueur et non plus un record? Donc cette étude est intéressante aussi à ce titre, c'est-à-dire en creux par les inquiétudes qu'elle révèle sur l'avenir du sport et le lien entre le sportif de haut niveau et la population globale.